Bonjour à tous, ici Éloi Douinard, William Carbonneau, Mathieu Guérin et Édouard Choquette. Bienvenue dans notre capsule vidéo. Nous sommes les légionnaires et aujourd'hui nous allons vous parler de la mise en vente du jeu vidéo. Depuis maintenant plusieurs années, une industrie très particulière continue sur sa lancée complètement flamboyante et absolument personne ne semble pouvoir les arrêter. Grâce à cette énorme effervescence, le monde du jeu vidéo devient de plus en plus présent dans notre société actuelle. Pourtant, il est vrai de constater qu'une grande majorité des gens restent dans l'ignorance sur les méthodes de promotion, de conception et de création de ce dernier. Avant de passer la parole à mon camarade, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que c'est l'e-sports. Tout au long de la vidéo, ce mot sera très important vu qu'il sera utilisé à plusieurs reprises par moi et mes coéquipiers. Mais qu'est-ce que l'e-sports? En gros, l'e-sport est un anglicisme qui désigne la pratique d'un jeu vidéo dédié à un sport. Cette pratique peut se dérouler de deux façons différentes. La première est par voie Internet. La deuxième est par LAN Party, qu'on appelle aussi regroupement de jeux vidéo. Pour le concept de LAN Party, ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons un petit peu plus tard durant la vidéo. Maintenant, sans plus tarder, laissez-moi passer la parole à mon coéquipier Mathieu pour la suite de la vidéo. La conception d'un jeu vidéo est quelque chose de très complexe. Ce n'est pas juste écrire des lignes de code et faire un peu de dessin. C'est un procédé qui peut varier aux deux extrémités. Le projet peut être long, complexe et coûteux avec une centaine d'employés ou bien simplement fait avec une seule personne. Voilà un des charmes des jeux vidéo. C'est comme une musique, où une symphonie a besoin de regrouper une centaine de personnes pour créer une simple pièce, ou une simple guitare peut suffire pour une autre. Mais alors, comment je fais un jeu vidéo? La première étape pour faire un jeu vidéo est de décider quel type de jeu va être créé. Il y a beaucoup de variantes, comme des FPS ou jeux de tir à la première personne, des flash games ou jeux simples comme Flappy Bird ou Candy Crush, des RPG ou jeux de rôle, bref, il faut choisir son genre. Par la suite, il est important de développer l'histoire qui va entourer notre jeu. Qui est notre personnage principal? Quels sont ses buts, ses adversaires? Dans quel monde se trouve-t-il? Qui peuple ce monde? Tout ce qui va peupler notre monde et le faire vivre doit être pensé avant que la machine soit en mode production. Un truc est de simplement s'inspirer de ce qui est déjà existant. La mythologie grecque ou les légendes et mythes sont souvent très utilisés dans la conception d'un scénario. Bien évidemment, un bon jeu vidéo n'est rien sans un bon scénario. Le scénario est ce qui va rattacher le joueur à l'histoire et au personnage. En bref, sans un bon scénario, le jeu vidéo n'est rien. Donc on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait un bon scénario? Avant de commencer le scénario, il faut tout d'abord se décider sur son public cible. Effectivement, avant de même d'écrire la première ligne de texte, il faut se décider à qui le jeu vidéo va attrayer. Donc par exemple, pour un jeu de tireur à la première personne, il serait préférable d'attrayer les jeunes hommes de entre 15 et 35 ans. Après s'avoir décidé sur le public cible, il faut après se décider sur les caractéristiques du jeu. Donc par exemple, il faut se décider sur la difficulté du jeu, les visuels, le contenu, la plateforme et le genre, pour en nommer quelques-uns. De plus, dans un cas où on fait un jeu qui se déroule dans un vrai lieu, il serait préférable pour l'équipe qui va devoir modéliser tous les endroits de visiter ces lieux-là en vrai pour pouvoir prendre des notes, prendre des photos, capturer les sons, prendre tous les petits et moindres détails qui pourraient aider à rendre le jeu plus réaliste. Par la suite, c'est le temps de faire la partie qu'on associe tous à la conception d'un jeu vidéo. Le codage. Il existe plusieurs langages de programmation pour faire un jeu vidéo, mais C++, qui est un langage créé en 1985, est souvent utilisé pour sa capacité à être facilement optimisé pour sauver de la mémoire. Le jeu à succès Skyrim a été notamment fait en C++. Le langage Java est aussi utilisé pour sa facilité à apprendre. Un exemple est le jeu le plus populaire au monde, Minecraft, qui a été fait entièrement en Java. Quelque chose qui est très souvent utilisé dans l'industrie des jeux vidéo, c'est quelque chose appelé la Bible du jeu. Donc, qu'est-ce qu'est cette Bible? En gros, c'est les concepteurs, eux qui vont réaliser le scénario, peu importe qui, tout ce qui a à faire avec le jeu doit être, tout moindre détail va être noté dans cette Bible-là. Donc, en gros, dans un moment où quelqu'un est en train de modéliser quelque chose, il se rappelle pas si on dit un personnage est droitier ou si il est censé avoir, je sais pas, un doigt cassé ou peu importe,
Tout le moindre détail va être noté dans ce document-là. Donc, si jamais quelqu'un a une hésitation ou a un doute envers quelque chose, peu importe c'est quoi, il va pouvoir consulter ce document-là afin d'assurer de ne pas faire des erreurs. Maintenant qu'on a accompli ces éléments-là, on a maintenant la meilleure chance possible pour écrire un très bon scénario. La seule difficulté qui reste évidemment, c'est l'écrire, qui reste une étape pas très facile. Par contre, un bon scénario, c'est pas la seule chose qui va aider un jeu à bien se vendre. Effectivement, sans un bon chef marketing, un jeu va pas avoir beaucoup de chances de devenir populaire. Donc, pour parler de notion marketing, je passe maintenant la parole à Edouard Choquette. Donc, lorsqu'on travaille comme artiste en marketing, vous serez responsable de participer à la création visuelle de la marque ou du jeu, de réaliser des supports visuels qui supporteront les annonces, de créer des bandes annonces, de produire des éléments informatiques comme des logos ou des images, de réaliser des supports visuels qui supporteront vos annonces, de créer des bandes annonces, de réaliser/éditer des vidéos, de s'occuper de la qualité visuelle des vidéos, animations et images, et finalement, de réaliser des retouches s'il y en a à faire. Ensuite, il y a certaines qualités qui sont plus recommandées pour devenir artiste en marketing. Par exemple, avoir un esprit créatif afin de réaliser des bandes annonces, des vidéos, des logos ou des images. Vous devez aussi aimer le travail d'équipe et posséder une bonne communication, car le métier en marketing, ça requiert beaucoup de communication entre les employés. Vous devez aussi posséder les bases et principes de graphisme. Aussi, les employés doivent maîtriser l'anglais oral et écrit. Et finalement, vous devez avoir une bonne culture générale en jeux vidéo et en divertissement. Aussi, cet emploi détient beaucoup d'avantages. Par exemple, c'est un poste qui est aujourd'hui agréablement recherché. Le salaire est attractif. Il se situe entre 70 000 $ et 100 000 $ par année. De plus, les employés aujourd'hui ont la possibilité de freelance. Avoir un contrat en freelance, ça permet aux employés d'avoir un contrat de plus courte durée qui leur permet d'être plus indépendants dans le monde des jeux vidéo. Aussi, le secteur dans lequel vous travaillez, il est très dynamique. Il n'y a aucune journée qui sera identique. Donc, pour travailler en marketing, il vous faut au moins avoir un bac en marketing, en communication ou en technologie. Aussi, vous pouvez être spécialisé en graphisme, en art visuel ou même en design. Donc maintenant, moi, je vais passer la parole à William qui va approfondir le sujet du marketing et comment celui-ci il peut aider au lancement d'un jeu vidéo. Merci Edouard. Effectivement, avec toutes ces notions-là, l'équipe marketing est maintenant dans une très belle position pour faire des très belles campagnes publicitaires pour le jeu. Évidemment, le but du marketing, c'est de créer du désir et du vouloir pour le produit. Par contre, la question est, comment ça se fait dans le domaine des jeux vidéo? Premièrement, il faut établir son budget. Effectivement, selon la taille du jeu, donc ce que je veux dire par là, c'est, disons, nous, notre compagnie de jeux vidéo, disons, on en avait une, on voulait produire en ce moment notre plus gros jeu de l'année. Comme c'est le jeu qui va définir notre compagnie cette année. Évidemment, on va y établir un très gros budget. Deuxièmement, une fois que le budget est établi, la prochaine étape est de planifier la campagne publicitaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le moment de se décider sur comment on va médiatiser le jeu. Ce n'est pas une cachette que maintenant, la meilleure façon de faire connaître ton jeu, c'est de faire une bande-annonce. Donc, pour cette raison, la grande majorité des compagnies, quand ils veulent faire connaître leur jeu, c'est la technique qu'ils vont utiliser. Mais c'est quoi le but de faire une bande-annonce? La bande-annonce, tout comme le marketing, c'est de créer un désir et un vouloir d'acheter ton jeu vidéo. Donc, tout le succès dans ces bandes annonces-là, à travers les années, ont permis à l'industrie des jeux vidéo de vraiment grossir. Donc, pour parler de cette évolution-là, je passe maintenant la parole à Éloi, qui va parler plus en profondeur de ce sujet. Donc oui, l'invention du jeu vidéo, ça a créé une nouvelle opportunité dans le monde du marketing. Premièrement, le public disponible est très vaste et il ne continue d'accroître. Les profils des personnes qui jouent aux jeux vidéo sont très variés. Par exemple, il n'y a aucun sexe qui domine, les femmes représentent 47% des joueurs de jeux vidéo. L'âge moyen des joueurs de jeux vidéo, c'est 39 ans, donc on va plus dire qu'il n'y a pas vraiment d'âge dominant. De plus, il n'y a aucune ethnicité qui est surdominante. 53% des adultes noirs jouent aux jeux vidéo, tandis que 51% des adultes hispaniques jouent aux jeux vidéo, et 48% des adultes blancs jouent aux jeux vidéo. Et dernièrement, il y a une forte croissance dans le monde des jeux mobiles. Donc, vous devez vous demander, mais pourquoi utiliser le marketing dans les jeux vidéo? Donc, ça permet d'accroître la visibilité des compagnies auprès des joueurs parce que la quantité de joueurs est extrêmement élevée dans le monde des jeux vidéo. Donc, ça permet aussi de générer de l'interaction entre le public et la compagnie. Et pour terminer, je vais vous présenter les différents types de marketing dans le monde du jeu vidéo.
Donc, premièrement, nous avons la publicité in-game. C'est une publicité à l'intérieur du jeu vidéo pour une compagnie. Deuxièmement, nous pouvons créer des jeux vidéo marketing. C'est créer un jeu vidéo pour une compagnie comme Kinder ou Oasis. Nous pouvons utiliser la gamification qui est d'instaurer des nouveaux mécanismes dans le jeu. Quatrièmement, les compagnies peuvent faire des événements sponsorisés ou en partenariat avec d'autres compagnies. Et finalement, la compagnie peut entretenir des événements à l'extérieur du jeu vidéo pour aller chercher une plus grande visibilité auprès de son public. Maintenant que nous avons les muscles et le cerveau de notre jeu, il reste maintenant à lui mettre un peu de peau. Créer le monde où le personnage va habiter est une étape très importante, puisque même si le jeu est le plus beau, avec les meilleurs graphismes au monde, un monde répétitif et monotone enlève une bonne partie de l'immersion et de la rejouabilité d'un jeu. Robert Yang, dans une publication de son compte Twitter, nous fait partage du test du tableau blanc. Il découpe la conception d'une carte de jeu en 4 types différents. La première, qui est tout simplement un amas incohérent. La deuxième, qui est une alternance couloir-pièce, qui n'est pas vraiment mémorable et encore amateur. La troisième, où il y a des alternances de hauteur, avec quelque chose de mémorable, qu'on peut penser qu'il existe réellement. Des alternances entre des couloirs ouverts et étroits, avec finalement le dernier type, où il s'agit d'un endroit réel redessiné dans un jeu vidéo. On peut voir qu'une véritable recherche a été faite pour rendre la carte fidèle et mémorable, comme mon partenaire William l'avait mentionné. Un exemple dans le monde des jeux de tir à la première personne, où le jeu Valorant, développé par Riot Games, a reçu un accueil mitigé à sa sortie pour ses cartes amateurs. Ces cartes ici tomberaient dans la deuxième catégorie du test du tableau blanc. Il y a beaucoup d'espace perdu, aucune cohésion sur la carte, les coins ne devraient pas exister, et pour l'ensemble, le lieu semble irréaliste. Par contre, un bon exemple est la carte DOS 2 faite par David Johnson pour le jeu Counter-Strike, qui entrerait dans la troisième catégorie du test du tableau blanc. Il y a des différences de hauteur. La carte reste mémorable et un classique. Le tout est cohérent et plausible comme véritable endroit, et rien ne semble forcé. En termes de promotion, il est important de savoir quelles sont les différentes façons avec lesquelles ce hobby est valorisé dans notre société. Quelques fois par année, différents événements exclusifs pour certains jeux vidéo sont organisés. Ces rassemblements sont souvent dus à des compétitions de ce qu'on appelle e-sports. Ce sont des tournois avec des prix en argent qui sont distribués à chacun des vainqueurs en parts égales et qui les récompensent de leur travail fait dans ce domaine. Pour certains de ces tournois, le montant remis aux gagnants peut s'élever jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. Par exemple, très récemment, le tournoi Fortnite FNCS proposait un montant final de 600 000 US remis aux grands gagnants de la compétition, donc 300 000 par participant. La plupart de ces tournois de jeux vidéo se déroulent sous format de ce qu'on appelle un LAN party. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un LAN party, en gros, c'est une place spécifique où différents adeptes de gaming se retrouvent pour jouer à différents jeux vidéo. Voici une image juste ici de ce à quoi ressemble un LAN party dans le monde du jeu vidéo. Pour ceux qui pensent que l'e-sport n'est qu'un hobby et pour ceux qui pensent que les jeux vidéo ne sont rien de plus que quelque chose de banal, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous vous trompez. Premièrement, il faut comprendre que cette avancée technologique commence de plus en plus à faire partie de nos vies, ou du moins de notre entourage. Désormais, il est rendu possible pour n'importe quelle personne avec un petit peu de détermination, de sérieux et de talent d'atteindre un bon niveau et d'être capable de gagner quelques dollars avec cette passion. De plus, ces différents joueurs réputés dans le monde du gaming peuvent maintenant participer à des événements de type caritatif. Des dons qui sont amassés afin de financer différents organismes qui ont besoin de cet argent. Ce sera la performance des joueurs en direct qui fera que la plupart des dons seront ramassés. Bien sûr, dans ces événements, les joueurs performent gratuitement. Et vu leur notoriété grandissante, la plupart des sommes amassées sont souvent très lucratives. Je vous laisse aller voir l'article juste ici, qui parle justement d'un événement de la sorte qui a eu lieu au cours de la dernière année. Voici ce qui conclut la partie de la promotion et de l'expansion que le jeu vidéo a pris durant les dernières années. Maintenant, je vous laisse à la conclusion. Donc pour conclure, nous avons approfondi le sujet du marketing, du scénario, des promotions, de l'évolution du marché et des étapes afin de créer un jeu vidéo. De plus, on a beaucoup apprécié le sujet des jeux vidéo parce que c'est un marché qui est en constante croissance et c'est très intéressant à étudier. Finalement, notre recherche a un très gros impact sur notre équipe parce qu'on a pu en apprendre davantage sur un sujet qu'on appréciait beaucoup à la base. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et on se revoit bientôt. Au revoir!